Donc, Donne la parole. Merci beaucoup. parfait, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je l'ai reconnu parce que j'ai quand même pu regarder un petit peu dans la salle qui était présente, et donc j'ai reconnu quelques noms. Donc, merci d'être là aussi, mon collègue que je connais bien. Certains vont pas forcément découvrir de nouvelles choses, mais j'espère que ce sera surtout la discussion après la présentation sera intéressante et stimulante. Alors, c'est vrai que le titre de la présentation, l'apprentissage des étudiants et des étudiantes dans le dispositif hybride, cadre conceptuel, propositions méthodologiques et pistes, indique déjà peut-être un peu le ton. J'espère que je veux dire, les propositions ne seront pas trop théoriques, mais il est vrai que l'option qui a été choisie pour faire le choix de la thématique est vraiment de se centrer quand même sur les questionnements qui se posent à la recherche aujourd'hui sur les dispositifs hybrides ou les dispositifs qu'on appelle aussi parfois blended. On va voir qu'il y a toute une série de terminologies utilisées. Donc, c'est vraiment dans ma présentation à la fois une, des références théoriques, des propositions pour la recherche, avec, j'espère aussi, quelques illustrations donc, qui pourront vous parler, que vous veniez, je dirais, plus spécifiquement, que vous vous intéressiez plus spécifiquement à la recherche ou à l'ingénierie pédagogique ou aux pratiques, simplement à la mise en œuvre des dispositifs hybrides dans vos pratiques. Voilà, si jamais vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Par contre, juste pour vous dire au niveau technique, nouveauté de Zoom, parfois ça arrive, ça me rappelle les mauvais souvenirs de la Covid. En fait, je ne vous vois pas pour le moment, donc parce que je n'ai que, pour pouvoir avoir le plein écran, que ma dia sous les yeux. Donc, si jamais il y a une intervention ou une demande précise, merci aux organisateurs de me le dire ou d'intervenir directement oralement. Ça va? Très bien, je surveille Merci. le chat de D'accord, discussion. d'accord, merci. Ouais. Alors, donc au niveau du plan, donc d'abord deux considérations qui me paraissent importantes pour pouvoir, mais même si on est praticien, qu'on ne fait pas directement de recherche, c'est important peut-être de distinguer, si on veut appréhender ce qui se passe dans les dispositifs hybrides, d'avoir d'abord un cadre descriptif, donc savoir de quoi on parle, mais pas en acceptant une seule définition. On va voir que c'est une proposition un peu plus complexe. Et puis ensuite, d'avoir un cadre compréhensif. Donc d'abord d'écrire et puis essayer de comprendre ce qui se passe dans ces dispositifs de formation. Après, quelques pistes méthodologiques pour pouvoir répondre à notre question sur comment apprennent nos étudiants dans ces dispositifs. Et puis, bien sûr, j'espère qu'on aura du temps pour vos questions et un peu de discussion. Alors, pourquoi un cas descriptif? Eh bien, bien sûr, on va pas malheureusement pouvoir le faire, mais si on avait du temps et la possibilité d'interagir plus directement, je vous demanderais de penser à un de vos cours, peut-être que vous avez donné hier ou que vous avez vécu récemment, si vous êtes étudiant. Comment est-ce que vous le décririez de manière surtout à le rendre comparable à d'autres? Parce que c'est facile en fait de se rappeler d'un cours, on se dit ah bah oui, c'est un dispositif, à mon avis, c'est un dispositif hybride ou c'est un dispositif de type flipped classroom ou commodal ou autre, mais voilà, je lui mets une étiquette, mais est-ce que c'est suffisant en fait pour pouvoir bien le décrire à quelqu'un d'autre? Et est-ce que justement ce serait suffisant pour dire que ce cours-là, si je lui mets l'étiquette hybride ou blended ou flipped ou tout ce que vous voulez, je vais pouvoir en fait dire ah bah oui, c'est le même que mon collègue qui va mettre l'étiquette hybride dessus. Et en fait, bah, pas du tout. Enfin, je voulais un peu avoir une illustration concrète, alors je me suis amusée tout à l'heure
a demandé à ChatGPT de me faire une proposition d'image en lui donnant une présentation en disant bah, je dois parler de l'apprentissage dans les dispositifs hybrides de formation, propose-moi une image. Et puis c'est ça qui m'a offert. Alors, je trouve ça assez impressionnant quand même. Je la laisse regarder parce que voilà, ChatGPT, c'est ça, un dispositif hybride de formation. En fait, qu'est-ce que c'est pour ChatGPT et peut-être pour pas mal de gens, j'en sais rien. C'est en fait une classe commodale, hein. Donc, on a un professeur qui intervient, on a les étudiants à leur salle, à leur place avec des ordinateurs, et puis on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étudiants à distance. Voilà, on fait du commodal, et puis pour ChatGPT, c'est un dispositif hybride. On va voir en fait que, bah non, en tout cas, c'est plus complexe que ça et que la modalité commodale, bah, c'est une modalité d'accessibilité aux cours, donc où on a effectivement des personnes qui sont en présence synchrone, une partie en présence physique, hein, face à face, et l'autre en présence synchrone via le dispositif de commodalité. Mais oh, ça peut, mais encore, pour moi, c'est pas vraiment complètement un dispositif hybride. Et on voit bien qu'on a toute une série aujourd'hui de termes. Alors, on a dispositif hybride, on a blended learning, on a commodal, effectivement, qui est utilisé par certains pour représenter des dispositifs hybrides, mais qui en fait ne décrivent ou n'appréhendent qu'une dimension, c'est la manière dont on articule la présence et la distance, alors que dans un dispositif de formation, il y a bien d'autres choses à penser, comme notamment la manière d'évaluer, comme les objectifs pédagogiques, par exemple. Euh, Bien sûr, on a dit commodal, c'est deux modalités, mais on peut envisager plusieurs modalités. Donc, il y en a aussi qui pensent multimodal. Maintenant, avec effectivement depuis le Covid, comme le synchrone est apparu très fort comme modalité de participation, on a certains qui utilisent le terme hybride synchronous. On a aussi le high flex learning, où, avec l'idée que là, les étudiants peuvent choisir une des modalités de participation. Le flipped learning ou le flipped course, qui plutôt en fait lui envisage un autre type d'activité pour l'étudiant. Donc où là les étudiants, quand on dit flip, donc c'est plutôt les étudiants qui prennent en charge, disons l'appréhension des contenus d'enseignement et puis les activités se font à présent. Donc vous voyez la multitude de termes. Et puis certains pensent et quand on le voit dans la littérature, on va le voir, que l'étiquette suffit à définir le phénomène dont on parle, en particulier en recherche. Quand on parle de son cours, je dirais, ça va encore, parce qu'on peut commencer à décrire un peu plus à son collègue et on voit à quoi on fait référence. Mais quand on écrit un article de recherche et que on limite à l'étiquette, blended, hybride, pour ensuite présenter un certain nombre de questions et de résultats, en fait, mon point de vue, on va voir si vous serez d'accord, bien sûr, on peut discuter, c'est qu'en fait, on ne représente pas du tout le phénomène dont on parle et que c'est très difficile d'assurer une certaine validité parce que derrière l'étiquette, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a toute une variété de possibles, toute une variété de cours possibles, de réalités possibles. Donc, les résultats de recherche, se contentant de ces étiquettes, ne peuvent pas être comparés et finalement, même si on se limite à un cas et alors ça peut arriver, il y en a quand même de moins en moins qui sont publiés comme ça, encore que vous allez voir. Dans notre revue de la littérature, c'est impressionnant. On peut pas vraiment, même à propos d'un cas, si on n'a que l'étiquette, blended, hybride, etc., on peut pas vraiment se rendre compte de ce dont le chercheur nous parle. Donc tout ça pour dire que effectivement dans la littérature, il y a bien sûr les chercheurs définissent le phénomène dont ils parlent, mais ils le définissent, là on avance un petit peu, donc on est quand même au-delà de l'étiquette, mais de manière très générique. C'est-à-dire que si on traduit ce qu'on a sur la DIA, on peut lire que le blend de teaching ici
donc repris à Graham, mais c'est une citation que j'ai repris d'un des collègues qui est dans la salle, là, où en fait, effectivement, il fait référence à une définition qui est la définition la plus courante, en fait, effectivement, très souvent citée, où on va considérer qu'il s'agit de la combinaison donc d'enseignement de deux formes historiquement séparées d'enseignement et d'apprentissage, le, le face-à-face traditionnel et l'apprentissage distribué, donc supporté par les technologies. Donc, on va considérer que le blended teaching combine distance et face à face. Et en fait, ça, c'est la définition générique que tout le monde utilise. Bon, ça, c'est bien parce qu'on a au moins un point de vue commun, on va dire un point commun, c'est que quand on parle de blended ou hybride, puisque on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, mais le terme hybride a d'abord été utilisé en français, mais maintenant il est également utilisé en anglais. Et puis on peut considérer, en partant de la revue de la littérature, que ces deux termes sont synonymes. Le point commun, et effectivement ce qu'on trouve, on va dire vraiment la caractéristique partagée, c'est qu'on va considérer que l'on combine au fond la distance et le face-à-face. On va voir qu'il y a quand même maintenant derrière la modalité face à face, encore une variété qui peut apparaître. Mais au moins, enfin, il y a une base commune. Mais je prétends, et je pense aussi avec d'autres, que ça suffit pas encore pour pouvoir avoir une définition qui permette vraiment d'appréhender le phénomène. Parce que d'une certaine manière, notre présentation là, de l'image de ChatGPT qui se référait seulement au comodal, bah, on combine de la distance et du face-à-face, mais ça ne ressemble pas du tout à d'autres types de cours qui seraient de type classe inversée, par exemple, ou un type de cours où on aurait du tutorat tout au long de la formation, une rencontre en présence au début et puis une rencontre en présence à la fin. Donc en fait, derrière cette articulation présence-distance, il y a une variété de possibles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait déjà montré dans la recherche ICU. Donc Graham lui-même, plus tard d'ailleurs, puisqu'on cite, en fait, on va toujours citer Graham en 2006, mais Graham en 2021, on va dire faisait une forme d'autocritique, puisqu'il disait que pour bien définir ces dispositifs, bien les caractériser, bah, il fallait une bonne définition, donc une identification claire de ce qu'on veut dire, ça évidemment, mais qu'il faut aussi bien spécifier les dimensions technopédagogiques du phénomène, et c'est là-dessus qu'on va surtout travailler ensuite. Donc, au fond, qu'il y ait une qualité de description, une portée, c'est-à-dire qu'on identifie adéquatement la portée du phénomène, donc ce que ça recouvre en termes de réalité empirique, et puis qu'il faut éviter d'utiliser l'effet de traitement, c'est-à-dire de comparer l'apprentissage en ligne et l'apprentissage hybride ou l'apprentissage hybride comme effet de traitement dans les études comparatives, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas vraiment comparer l'apprentissage en ligne, par exemple, avec l'apprentissage face à face, parce qu'en fait, l'idée de base des dispositifs hybrides maintenant aussi blended, c'est que on crée un nouveau phénomène en fait, on crée un nouveau dispositif et les comparer sans autre, c'est-à-dire sans aller préciser un certain nombre de dimensions technopédagogiques, ben, ça pose problème, d'après Graham. Si on vient un peu à ce qu'on observe dans la littérature, donc vous voyez que je cite une revue de la littérature de Verescaïna, Paola Costa et moi-même qu'on va déposer demain sur le site de la revue. On a terminé une revue de la littérature où on a travaillé sur ces définitions des dispositifs hybrides ou blended. Et puis, on a été quand même très surpris, même si on s'attendait un peu quand même à ce genre de résultat, mais pas aussi drastique, pas aussi caractéristique ou aussi important. C'est que sur 3483 articles qui sont parus entre janvier 2018 et octobre 2023, en fait, il n'y en a que 25 qui allaient au-delà. Il y en a qui ne définissent pas du tout, donc qui se limitent à l'étiquette.
il y en a qui limitent, qui définissent blended ou hybride avec la définition du type de Graham, hein, donc articulation présence-distance. Et puis, il y en a seulement 25. Donc, c'est surtout dans les 3483 des articles en anglais, mais il y a aussi quelques articles en français et des articles aussi en espagnol, parce que c'est les trois langues des auteurs de l'article, de la revue de la littérature. On en a 25 articles qui proposent une définition étendue des dispositifs hybrides ou blended. Je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on entend par définition étendue. En tout cas, déjà a priori, une définition qui va au-delà de la première dimension, articulation, présence, distance. Ça va jusque-là? Ah, Parfaitement, je merci. sais pas, une Oui, vraie parfaitement, technique. j'avais éteint le micro. Parfait, parfait, merci. Alors, première proposition de définition étendue, effectivement. Alors bon, il y en a une autre qui est étendue dans la revue de la littérature, mais j'ai repris la nôtre qui est en français. Étendue, ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions qui sont appréhendées. On va un peu les découvrir. Ça, c'est la définition de 2006, donc de Charlie de Scraver et Peraya, où un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence dans un dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance. Et si on regarde que cette première phrase, en fait, à l'époque, on considérait qu'un dispositif hybride, c'était ou qu'hybrider finalement une formation, c'était introduire dans une formation classique, donc en face à face, des dimensions innovantes liées à la mise à distance. Mais ces dimensions innovantes liées à la mise à distance, c'est en effet l'articulation présence-distance, mais aussi l'accompagnement des étudiants, donc un accompagnement cognitif, socio-affectif et métacognitif. Donc il y a déjà deux dimensions, l'articulation présence-distance et l'accompagnement des étudiants, donc qui est dans cette première phrase. Ensuite, le dispositif hybride, parce qu'il suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique, donc une plateforme par exemple, repose sur des formes complexes de médiatisation et de médiation. Donc en fait, ça, ce sont les autres dimensions qui étaient appréhendées à l'époque. Donc les formes complexes de médiatisation, ça veut dire le choix raisonné de médias pour faire apprendre. Donc je choisis la télévision, je choisis une simulation, je choisis le PowerPoint, je choisis un forum de discussion. Donc, je choisis un média, je pense, qui va soutenir en fait les apprentissages des étudiants. Et ces choix, en fait, vont créer une forme de relation, un soutien à l'apprentissage qu'on va représenter par le terme de médiation. Le terme de médiation est un terme un peu complexe. Il est repris, en fait, à une approche de l'apprentissage qui est l'approche historico-culturelle de Vygotsky, qui va considérer que quand on apprend, on, on utilise des outils qui sont aussi parfois des outils symboliques, donc qui sont par exemple des schémas, des textes, des représentations, qui vont servir d'intermédiaire entre moi et le contenu, d'intermédiaire entre moi et les autres, d'intermédiaire entre moi et moi. Donc c'est vraiment au fond le processus, qu'est-ce qui est soutenu dans l'interaction de l'étudiant avec un contenu à apprendre ou avec une réflexion, par exemple, ou un objet. Ça peut être soi, ça peut être les autres, ça peut être un projet. Donc, médiation et médiatisation, ça ne veut pas dire la même chose. Médiatiser, c'est choisir un média pour faire apprendre. Et les formes de médiation, c'est qu'est-ce qu'on veut, au fond, créer comme processus d'apprentissage quand on choisit les médias. C'est un petit peu compliqué, donc si vous voulez, on pourra encore y revenir après. Mais ça veut dire qu'en fait, dans notre définition étendue, on avait déjà l'articulation présence-distance, l'accompagnement humain, ça c'était la première phrase, les formes de médiatisation, les formes de médiation, donc qui peuvent être réflexives, cognitives, pragmatiques si on veut réaliser un projet, par exemple. Et on y a rajouté le degré d'ouverture du dispositif parce qu'il est vrai que dans cette définition de 2006, l'ouverture n'était pas explicitement présente. Et ces dimensions, articulation présence-distance, accompagnement humain, forme de médiatisation, forme de médiation,
degré d'ouverture. C'est ça qui nous a servi, au fond, le cadre descriptif, on dit bien la description, qui nous a servi pour faire la recherche à ISUP, où on a travaillé sur 200 dispositifs qui nous ont permis, en fait, grâce à une définition étendue, je répète, complexe, de repérer, en fait, que dans certains dispositifs, on avait différentes formes d'articulation présence-distance qui se combinaient avec un certain type d'accompagnement, qui se combinaient avec un certain type de médiatisation, avec des formes de médiation et qu'une ouverture. On va voir ça un peu plus en détail dans les dias suivants. Alors, juste parce que je fais des allers-retours en 2006, donc vous voyez, on voyage dans le temps là, avec notre présentation ici, entre 2006 et 2024. Alors, je vous ai dit, là, en 2006, on avait comment dire, notre définition assez étendue, pas encore complètement complète, parce qu'on va voir qu'on va pouvoir rajouter des dimensions aujourd'hui. Mais si on applique ces dimensions-là à notre analyse des 25 définitions, c'est ce qu'on a fait avec Tetiana Vreskaina, Paula Costa, eh bien, on a repéré dans nos 25 articles qu'en effet, il y avait 25 articles qui avaient dans leur définition étendue l'articulation présence-distance, 9 parmi ces 25, hein, donc en plus de l'articulation présence-distance, avaient la médiation. 17 en plus de l'articulation présence-distance avaient médiatisation, 4 la guidance, 13 l'ouverture et 2 l'évaluation. Donc vous voyez qu'il y a une dimension supplémentaire en plus de l'ouverture dont on a parlé là tout à l'heure. Je ne vous ai pas dit tiens ce que c'était l'ouverture. L'ouverture, c'est la possibilité pour les étudiants de choisir des modalités de participation, des méthodes d'apprentissage et même parfois aussi des moments pour être évalués ou même des modalités d'évaluation. Donc ça porte plusieurs dimensions. L'ouverture, c'est une dimension transversale. Et puis l'évaluation des apprentissages, donc qui est une nouvelle dimension qui est apparue là, dans notre revue de la littérature de 2024. Juste pour vous dire à quoi ça sert de faire ça, on disait, tiens, ils s'amusent à repérer ça dans la définition. C'est un long travail en réalité, ça a l'air de rien. Mais en fait, c'est parce que une fois qu'on est au clair par rapport aux dimensions du phénomène qui nous intéresse, donc les dispositifs hybrides ou blended, on va pouvoir interroger un certain nombre de dispositifs et les décrire correctement. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on est en train de le refaire maintenant avec les collègues du projet IPES, dans lequel on va retrouver quelques partenaires du projet ASUP, où on va dire 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, on refait la même enquête. Et on va en fait identifier, à partir là au début dans ASUP, on en avait 5 dimensions, on a fait une enquête empirique auprès de 200 dispositifs, pour dire les choses rapidement, et l'analyse factorielle a permis d'identifier 14 composantes qui permet de discriminer. Donc, on est bien dans la distinction des dispositifs hybrides entre eux, parce qu'on va identifier, grâce à nos dimensions beaucoup plus fines, notre description beaucoup plus fine, des types de dispositifs qui vont rejoindre en fait ce que vous faites dans vos classes. Parce que le cours de Monsieur Untel n'est pas le même que celui de Madame Untel. Donc, on a comme dimension discriminante la participation active en présence, la participation active à distance, tous les outils utilisés, donc tout ce qui concerne la médiatisation, outils d'aide à l'apprentissage, outils de gestion de communication et d'interaction, les ressources sous forme multimédia, les outils synchrones et communication et de collaboration. Et puis, on va dire, des formes de médiation, comme les objectifs réflexifs et relationnels, l'accompagnement, et puis l'ouverture avec 2 dimensions, la liberté, comme je disais, de choix pour les méthodes pédagogiques. Et il y avait aussi dans l'ouverture telle qu'on l'appréhendait dans SUP, le recours à des experts externes, qui peut être une autre forme d'ouverture du dispositif qu'on comprend plus facilement.
Et puis avec cette analyse factorielle, on a pu représenter plusieurs types de dispositifs. C'est une représentation imagée où on se rend compte qu'en fait, il y a des dispositifs qui sont vraiment très limités et caractérisés seulement par un ou deux axes. Et puis pour le reste, il y a par exemple pas de guidance ou très peu d'usage de multimédia, très peu d'ouverture. Et ça, c'est l'exemple du premier type de dispositif repéré qu'on a appelé l'écran, donc qui est centré sur l'enseignement, où on est centré sur la transmission de contenu et la mise à disposition de ressources multimédia. Donc, c'était un premier type. Et puis, sur la DIA, vous avez la représentation imagée de l'écosystème, c'était le type 6, donc qui lui est en fait, qui se déploie sur les 14 composants, donc qui est, on va dire, à fond sur la guidance, sur le multimédia, sur les formes de médiation et notamment la médiation réflexive, qui est ouvert aussi, qui a une certaine flexibilité offerte aux étudiants et qui est centré sur l'apprentissage. Donc, et en fait, on a comme ça repéré 6 types de dispositifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, effectivement, on est 12 ans plus tard et donc les choses ont bougé, vous allez me dire. En effet, les choses ont bougé. C'est pour ça qu'il y a une recherche qui se fait maintenant, qui s'appelle IPES, qui est dirigée, coordonnée par Luc Massou et donc qui est français, et Reginald Burton de l'Université de Luxembourg, avec des partenaires qui sont d'anciens partenaires d'ASUP, donc et aussi des partenaires suisses et des partenaires canadiens, québécois en particulier. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de confirmer, on confirme la nécessité d'écrire les dispositifs, donc, et notamment d'identifier des types particuliers, hein, donc dans les dispositifs hybrides, en fonction de ce qu'on appelle le learning design, c'est-à-dire leur conception pédagogique qui est précisée grâce aux dimensions qu'on a identifiées. Et on veut le faire parce on ne peut pas parler des effets des dispositifs hybrides ou blended si on ne les a pas décrits. Parce que, par exemple, l'écran, vous imaginez tout de suite qu'un cours qui est centré contenu, où il n'y a pas de guidance, où il y a très peu de médiatisation, où il y a très peu d'ouverture, etc., bah, n'aura pas du tout les mêmes effets qu'un dispositif qui est déployé sur toutes les dimensions. Donc, on doit d'abord décrire avant de pouvoir les comprendre dans une perspective systémique, donc qui prennent en compte un ensemble de dimensions. Et bien sûr, pour faire ça, on doit aussi tenir compte des changements survenus au niveau technologique, et puis aussi suite à la crise du Covid-19. Donc, il y a des évolutions au niveau des usages, au niveau des technologies. Donc, et au niveau de la recherche, bien sûr, pour compléter les dimensions à considérer. Et là, de fait, dans IPES, on introduit différentes formes d'articulation présence-distance. On va y venir. Et aussi l'évaluation, comme on l'a repéré aussi dans notre revue de la littérature. Et puis, on va aussi, c'est le deuxième volet de la recherche à IPES. Donc, on a toujours ce volet de révision de la typologie ISU. Et puis un deuxième volet qui essaie de mieux comprendre en profondeur l'apprentissage des étudiants dans les dispositifs, parce que on va voir que ce sont les étudiants qui, en fonction de leur perception des dispositifs, vont construire des pratiques différentes. Vous allez voir qu'intuitivement, on peut le deviner, mais après, évidemment, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, on a aussi besoin de cas théoriques. Donc là, ce sont les dimensions qu'on va considérer dans EPS. On a rajouté l'évaluation. Je vous disais, attendez, juste vérifier un truc. Voilà, je vous ai pas parlé des différentes formes d'articulation présence-distance. Donc en fait, on va introduire, on a face à face et à distance, bien sûr, on a synchrone asynchrone, et on a, c'est ça, et on a en fait aussi le comodal, donc le synchrone à distance et le synchrone en face à face. Juste pour préciser ce dont je parlais là. Et puis maintenant, en fait, si on est sur le deuxième volet, je disais, ben, on décrit avant d'essayer de comprendre. Et c'est vrai que
quand vous avez introduit la présentation, vous avez dit que l'article avec Claire Pelletier est assez complexe, en effet, parce que c'est dans cet article-là qu'on présente, donc qui date aussi de 2024, qu'on présente notre cadre compréhensif, donc pour comprendre ce qui se passe pour l'apprentissage des étudiants. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on pourrait dire, bah, c'est simple, vous identifiez les types de dispositifs, puis vous posez des questions aux étudiants pour identifier les effets, par exemple par questionnaire, par satisfaction, etc. Ok, on peut faire ça, mais en fait, ça va pas forcément marcher pour nous aider vraiment à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si vous prenez une centaine d'étudiants, ben, vous en aurez. Alors là, ça c'était la représentation, enfin le résultat, tiens, j'ai mis 2024, là j'ai fait 2014, bien sûr, hein, pour ICIP. En fait, on a repéré que 70% des étudiants, donc si vous en prenez 100, vous en aurez 70, qui ne voient pas, qui ne reconnaissent pas le même type de dispositif que leur enseignant. Je m'explique. Donc vous avez par exemple un dispositif de type 5, eh bien, vous allez avoir une partie des étudiants qui voient un type 1, une partie qui voit un type 3, une partie qui voit effectivement un type 5. Et donc, ils ne voient pas le même type. Alors, je me suis demandé si j'allais vous montrer un peu plus de détails, mais si vous voulez, on en pourra en reparler encore après, je n'ai pas convaincu, mais prenez vos étudiants, prenez vos évaluations d'enseignement, regardez l'écart type entre leurs réponses, même à un questionnaire de satisfaction, vous verrez qu'il y en a toujours qui sont satisfaits et d'autres qui sont moins satisfaits. Donc, en fait, vous n'avez pas une vue unique hein, de votre dispositif ou de votre cours. Et là, en fait, ça montre que quelque part, mais ça confirme d'autres résultats de recherche, que les effets qu'on va observer, par exemple, ça peut être la satisfaction, mais surtout l'engagement des étudiants, mais aussi des effets sur leur approche d'apprentissage, des effets sur leur apprentissage. En fait, ça dépend de leur perception du cours et évidemment de ce qu'ils font dans le cours. Ils ne font pas tous la même chose, d'accord? Les stratégies mises en œuvre par eux pour apprendre. Alors effectivement, là, le modèle est assez complexe. Vous pourrez le découvrir dans l'article avec Claire Pelletier. Mais pour pouvoir justement tenir compte de cette complexité, ben, on va devoir, ça c'est le rectangle en haut à gauche, décrire les caractéristiques des étudiants. Donc en fait, les étudiants, par exemple, qui ne voient pas le même type de dispositif que vous, généralement, on a pu, avec notre recherche, pas seulement généralement, on a montré qu'il y avait une corrélation entre leur représentation du dispositif et notamment leur conception de l'apprentissage. Et donc, par exemple, les étudiants qui avaient une approche plutôt, une conception plutôt de type apprendre, c'est mémoriser, apprendre, c'est prendre, mais qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient un dispositif qui leur correspond, donc un dispositif de type écran, d'accord? Ou de type scène, donc c'est les dispositifs centrés enseignement. Tandis que les autres, si évidemment vous leur offrez ça, hein, si vous leur offrez un cours complexe, ouvert, dans lequel ils peuvent apprendre, ben, eux, ceux qui sont une conception d'apprentissage de type apprendre, c'est comprendre, eh bien, ils vont plus davantage reconnaître que vous leur donnez cette opportunité-là. Donc, on va décrire qui ils sont. On va évidemment, ça c'est le rectangle du dessous, décrire de quel dispositif on parle. Et puis, on va essayer de comprendre quelles sont leurs représentations par rapport au dispositif et aussi les stratégies qu'ils mettent en place. C'est seulement à cette condition-là qu'on pourra en fait interpréter ce qu'on observe au niveau des résultats. Donc, par exemple, l'évolution des connaissances, le changement dans leur disposition à apprendre, les effets qu'ils perçoivent, etc. Donc, l'hypothèse qu'on avait, c'est une des deux, hein, parce que je ne décris pas l'autre, sinon on n'aurait pas le temps, mais une des deux hypothèses qu'on a dans l'APS, c'est que pour chaque type d'environnement, un nombre limité de configurations vont caractériser les interactions étudiant-environnement. Donc, on va avoir aussi différentes manières de voir les dispositifs. Et ces configurations pourront être caractérisées comme, alors ça c'est la deuxième étape, donc c'est un peu compliqué, je m'excuse, mais c'est à ce stade-là qu'on est dans notre réflexion. Ces manières de voir les dispositifs vont être plus ou moins, comment dire, dérangeants pour l'étudiant. Je m'explique.
on va pouvoir repérer ce qu'on appelle des frictions ou des congruences, c'est-à-dire des étudiants qui vont voir dans le dispositif des éléments qui sont congruents, donc qui en fait leur conviennent bien par rapport à leur manière d'apprendre, par rapport à leur conception d'apprentissage, et puis aussi des cours, des propositions qui vont entrer en friction. Alors, constructive ou destructive, ça veut dire qu'il peut les amener à aller plus loin, à développer leur manière d'apprendre, ou leur stratégie d'apprentissage, ou qui peuvent les mettre en cause. On va voir quand même une illustration, on a encore 5 minutes pour ça. Et justement, voilà les illustrations. Donc, deux types d'illustrations. J'en ai repris une plus ancienne et une plus récente. Donc, on a travaillé avec Joris Felder, qui est dans la salle aussi, et d'autres collègues sur justement ce qui se passait pour les étudiants pendant la crise Covid, quand ils ont été obligés de passer complètement à distance. Et là, on va voir le cas d'Alice, c'est une étudiante de 19 ans, donc juste à l'intermédiaire entre le secondaire et l'université en Suisse. Je ne vais pas montrer beaucoup. En fait, on a un schéma ici qui présente ce qui se passe pour la pratique d'apprentissage d'Alice pendant le confinement. Alors, il faut dire qu'Alice suivait un cours de mathématiques. C'est pendant son cours de mathématiques. Avant le confinement, elle voyait le cours offert par son prof comme un type 5, c'est-à-dire un type centré apprentissage, dans lequel elle pouvait quand même faire des choix sur les activités. Elle recevait aussi une certaine guidance pédagogique et puis elle appréciait aussi les interactions en classe pendant que le professeur corrigeait les exercices. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur cette modélisation? On utilise la méthode développée par Joris Felder pour modéliser les environnements personnels d'apprentissage, pour dire les choses simplement ici, pour représenter la pratique d'apprentissage d'Alice. Alors, on voit au milieu, donc dans l'ovale jaune, ce, ce qui caractérise principalement sa manière d'apprendre à ce moment-là, ou une partie de sa manière d'apprendre, puisque j'ai pris une partie du modèle, que ce soit pas trop compliqué, où elle nous dit, j'essaie de garder plus ou moins l'horaire qu'on avait avant et de faire donc les travaux demandés les jours qu'on aurait eu le cours, donc les jours qui sont prévus pour le cours. Je note dans mon agenda et je coche ce qui est fait. Et en fait, elle a développé une nouvelle technique parce qu'elle ne l'avait pas avant le Covid. Elle utilise l'agenda. Elle utilise aussi les emails parce que le professeur, malheureusement, n'utilise plus que les emails pour entrer en contact avec ses étudiants. Et donc, du coup, pendant le Covid, elle ne voit plus du tout un type 5, elle voit un type 1, qui est un type de cours centré transmission de contenu uniquement. Mais on est quand même dans une friction, on va dire, constructive parce que justement, elle développe des stratégies métacognitives qui n'étaient pas prévues avant, qui n'étaient pas dans son, pas, pardon, pas prévues, mais qui n'étaient pas dans ses habitudes d'apprentissage, qui est planifier et tenir à jour une liste de tâches à faire. Elle ne faisait pas ça avant. Et ça, elle le faisait évidemment déjà avant, suivre les consignes données par le prof. Elle va au fond acquérir une compétence d'autocontrôle, donc elle s'adapte à l'apprentissage forcé, et parce que d'une certaine manière, où c'est lié, plutôt on n'est pas dans l'explication ici, mais c'est plutôt lié à une valeur qu'il a, une attitude, une vision d'elle-même qui la caractérise, qui est qu'elle se voit comme une personne très organisée. Deuxième représentation qui est dans une publication qui va paraître et qui représente plutôt visions, deux manières d'apprendre d'un même étudiant dans deux cours, en fait, qui sont assez différents. C'est pour ça que c'est intéressant de vous le présenter, pour montrer que c'est important de décrire les types de cours et aussi d'analyser la manière dont les étudiants réagissent, donc interagissent aux cours qui leur sont offerts. Et c'est ce qu'on va vouloir faire dans iPad, c'est pas seulement décrire les dispositifs hybrides, mais aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans l'interaction entre un étudiant et des cours différents. Ici, si vous voyez la suite, le haut, pardon, de la dia,
on a en fait un premier cours dans lequel l'étudiant, donc dans la bulle jaune, nous dit qu'il lit pendant le cours les textes et des extraits de loi. Donc c'est ce que la professeure leur demande de faire. Donc c'est l'enseignante qui demande de lire des cours et des textes et des extraits de loi pendant le cours. Et puis, ce qu'il nous dit, en fait, par moment, je n'écoute que d'une oreille, je suis moins attentif et moins concentré sur ce que l'enseignant présente. Il dit c'est intéressant de savoir cela, mais je ne retiens pas beaucoup car ce n'est pas concret. Et donc, en fait, ça, c'est la première partie de son expérience. Et puis, la deuxième partie dans un autre cours, mais qui porte sur le même contenu, là, il dit en fait qu'il fait deux activités. Il parle en cours d'expérience en stage, donc en fait, il y a une articulation avec ce qui se fait ailleurs avec des élèves. Donc là, c'est un futur enseignant hein, présentant une caractéristique particulière sur laquelle il travaille et qui ont été justement vues dans les textes de loi. Donc, en présentant cette caractéristique de vécu personnel en tant qu'élève. Donc, il parle en fait de cas hein, qu'il a rencontrés au stage avec les autres étudiants. Et puis, il réalise aussi une autre activité, au fond, où on dit ce qu'on va faire, on prévoit une stratégie d'enseignement, hein, quelles sont les étapes à partir des situations d'élèves présentant cette caractéristique. Donc là, on va le faire avec l'enseignant. Et puis, dans les stratégies, là, c'est vraiment rechercher des pistes concrètes, avoir des pistes concrètes pour préparer bien l'accueil hein, de l'élève présentant cette caractéristique, etc. Et puis, il nous dit aussi, donc quand il réfléchit sur lui-même, comme cela m'intéresse, je veux tout savoir, tout avoir, tout comprendre et suivre vraiment tout le cours. Et donc là, en fait, on a vraiment alors, on avait caractérisé ces deux cours avec Joris Felder. Le premier est un type 1, donc un type vraiment centré enseignement, transmission de contenu. Et là, on est plutôt dans un type centré apprentissage, donc plutôt de type 5 ou 5 ou 6, mais on est dans un type 5, je pense ici où l'étudiant va être actif et va développer de toute autre stratégie, mais on se rappelle bien que c'est le même étudiant. Voilà, donc il est 17h47 et je vous remercie pour vos questions et propositions. Toutes les références bibliographiques sont à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Bernadette.